si on a un ami proche qui devient obèse, notre risque d'obésité, ça augmente de 57%. Donc là, qu'on vienne pas me dire que c'est génétique, le manque de lien social, c'est aussi délétère pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, littéralement au niveau biologique, au niveau des dégâts que ça peut faire sur notre cerveau. Donc faites extrêmement attention aux personnes que vous fréquentez. Le lien social, c'est le prédicteur numéro 1 de longévité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les études montrent que l'isolement social et la solitude chronique augmentent le risque de mortalité, toutes causes confondues, dans des proportions comparables au tabagisme ou à la sédentarité. On sait aussi que les personnes ayant des relations sociales fortes et soutenantes ont 50% de risque en moins de mortalité, toutes causes confondues, comparé aux personnes isolées. Et pourtant, on ne mesure jamais et on parle très peu de ce facteur de santé. Chez Lucie, on reçoit beaucoup de questions autour de l'impact du stress chronique, de l'anxiété, des difficultés avec le sommeil, de l'inflammation persistante. Et derrière, parfois, il y a vraiment une dimension relationnelle. De la solitude, des relations toxiques, de l'hypervigilance sociale, charge mentale liée aux interactions, bref. C'est pour ça qu'on avait envie d'en parler aujourd'hui, en regardant les relations comme un vrai enjeu de santé et en parlant des mécanismes finalement biologiques et des ajustements concrets qui peuvent vraiment changer les choses. Je suis Anaïs Gautron, nutritionniste fonctionnelle et experte en santé féminine et performance. Et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir à nouveau Dr Pauline Jumeau, docteure en pharmacie, spécialisée en biohacking et en santé fonctionnelle. Pauline, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nouveau pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs épisodes maintenant qu'on a l'occasion de faire ensemble. Donc déjà, merci Anaïs de m'avoir fait inviter. Et c'est toujours un plaisir. Donc moi, simplement, à la base, j'ai un doctorat en pharmacie et ça fait plusieurs années maintenant que je me suis spécialisée dans l'accompagnement, notamment des entrepreneurs et chefs d'entreprise pour optimiser leur santé à travers des accompagnements de santé et biohacking, analyse sanguine approfondie, nutrition, compléments alimentaires, gestion du stress et du sommeil. Trop chouette. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, si on rentre un peu dans le vif du sujet d'aujourd'hui, ce qui t'a amené à t'intéresser finalement à l'impact des relations sur la santé et peut-être que tu as, toi, observé, soit dans ta pratique, justement, ou dans ta propre vie, en fait, si tu veux le partager, bien sûr. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Bon, moi, ça fait plus de 15 ans maintenant que je m'intéresse à tout ce qui est santé, biohacking, santé fonctionnelle. Et malheureusement, bon, comme beaucoup d'entre nous, il m'est arrivé d'avoir des relations toxiques dans ma vie, que ce soit amicales ou autres. Et j'ai vu l'impact que ça avait sur mon propre corps. Et là, je me suis posé la question, mais ok, je vois bien que c'est un impact, mais dans quelle mesure? Et du coup, ça m'a donné envie de creuser en fait. Qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal? Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos neurotransmetteurs? Je trouvais le sujet totalement passionnant en plus de l'aspect sociologique des choses. Donc déjà de par ma propre expérience. Et ensuite, c'est quelque chose que je retrouve malheureusement beaucoup chez les personnes que j'accompagne qui ont eux aussi vécu ou qui vivent des relations toxiques. On le voit sur les marqueurs sanguins, c'est affolant. Donc malheureusement, oui, c'est quelque chose que j'observe fréquemment. J'ai hâte qu'on creuse justement parce que ça reste, bon, on va un peu décortiquer et donner des définitions, mais ça reste quelque chose moi en tout cas, quand j'en parle, ou ça reste quelque chose qui est un peu, voilà, qui reste dans la sphère émotionnelle, on a du mal à mettre du tangible dessus et des mots dessus. Et donc, quand tu parles justement de marqueurs, on se dit, ah, ok, donc il y a peut-être quelque chose qu'on peut voir finalement et ça devient, moi, ça c'est passionnant. On va creuser justement là-dedans. Déjà, est-ce qu'on peut peut-être définir, parce qu'on parle de relations, est-ce qu'on peut un peu définir ce que ça veut dire finalement, ce qu'on qualifierait comme relation? On parle de quoi exactement quand on dit le mot relation? Ben, déjà, je dirais qu'il y a les relations, on peut différer, il y a la quantité de relations, donc ça c'est important. On va mesurer la taille de notre réseau social, la fréquence de nos interactions, nos contacts. Et il y a aussi toute la notion de qualité en fait. Est-ce que nos relations sont des ressources? Est-ce que ça nous sécurise? Ou bien est-ce que c'est des stresseurs parce qu'elles sont hostiles, il y a des sources de conflit? Donc, il y a ces notions de quantité, de qualité, et il y a aussi l'aspect subjectif. C'est l'écart entre les relations qu'on a et celles que l'on souhaite. C'est là aussi que, quand c'est déséquilibré, peut apparaître ce sentiment de solitude. Donc, c'est important de distinguer ces trois zones. Ouais, c'est hyper important. Il y a vraiment des différentes dimensions aux relations. Ça veut pas juste dire j'ai des amis ou j'ai des gens autour de moi. Il y a vraiment, ouais, c'est cette dimension entre guillemets des relations sociales, comme tu disais, la taille du réseau, la dimension quantitative,
qui est importante d'ailleurs. Est-ce qu'on a des gens autour de nous? Est-ce qu'on voit des gens régulièrement? Est-ce que on a des liens, voilà, autour de nous, que ce soit famille, collègues, voisins, etc., qui est important du coup, parce que c'est vrai que historiquement, quand on regarde un petit peu, on pourra parler un peu des communautés justement et certaines zones du globe qui vivent un peu plus en communauté, on a cette notion effectivement de réseau large. Ça veut aussi dire plus de ressources. Donc plus de ressources accessibles si on a besoin, que ce soit un soutien matériel, des informations, bref, une aide concrète. Donc c'est vrai que la taille, elle compte quand même. Souvent on dit oui, bon, c'est pas vraiment, voilà, tu peux avoir plein de personnes dans ton réseau et t'as pas de vrais amis. Du coup, le côté qualité, on pourra en parler aussi, mais la taille, elle compte, parce qu'effectivement, il y a plus de ressources possibles. Et ce côté isolement social un peu dont tu parlais, on va en parler beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, l'isolement? C'est qu'on a peu d'interactions sociales finalement, ou qu'on a un réseau, pour le coup, lui, réduit, et du coup, peu de soutien mobilisable en cas de besoin. Peu de contact finalement, et le ressenti subjectif il est super important parce que on peut avoir beaucoup de personnes autour de nous, des personnes autour de nous, mais ce sentiment de se sentir seul, se sentir déconnecté même quand on est entouré, ou cette impression un petit peu que on n'a pas une relation finalement sécurisante ou satisfaisante. Ça c'est hyper important parce que la solitude ressentie, d'ailleurs on peut creuser un petit peu, finalement c'est quoi la différence entre la solitude ressentie et être seul, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui joue beaucoup. Totalement. D'ailleurs, moi, je fais bien la distinction entre l'isolement. Là, l'isolement, c'est vraiment un état de fait, en fait. C'est une condition. On vit seul, on a peu de contact, et on peut d'ailleurs être isolé sans en souffrir. Il y a des gens qui choisissent d'être seuls. Mais ça, c'est l'isolement. Et après, il y a la solitude ressentie, parce que au final, on est des êtres grégaires. On est programmé pour vivre en groupe. Notre survie en dépend. Et du coup, quand notre cerveau perçoit une solitude, ça va clairement envoyer un signal à notre amygdale, donc une petite zone du cerveau qui gère notamment les émotions, et ça va envoyer le signal d'une menace, une menace vitale, littéralement. Et du coup, quand on a cette sensation de solitude, qu'elle soit réelle ou non, ça a un vrai impact sur notre système nerveux. Et après, on va en parler plus en détail, mais ça a un gros impact au niveau inflammatoire, au niveau hormonal, etc. Oui, ce point-là sur la solitude, qu'elle soit ressentie ou d'ailleurs vécue, du coup, comme tu le disais, ça a un vrai impact biologique pour le coup. C'est ça que moi, quand j'ai commencé à creuser dans les recherches, justement, c'est ça qui m'a marqué, c'est que quand on compare d'ailleurs avec d'autres causes typiquement de mortalité, on peut comparer ça à des voilà, comme par exemple l'usage de la cigarette, ce genre de choses, un impact énorme de l'isolement social. Alors moi, ça m'a marqué parce que on me l'a jamais présenté comme ça, et on vit. Et je pense que pourquoi c'est un sujet qui passionne aujourd'hui et qui est vraiment important, à mon sens en tout cas, que nous on l'aborde, et que c'est important d'en parler parce qu'on est dans une société où on est de plus en plus isolé. On a des millions de contacts, on a des millions de personnes sur LinkedIn, des millions de personnes sur Instagram, on a des gens, mais l'isolement vraiment ressenti, c'est un peu, moi je donne cet exemple souvent, c'est un peu comme si on était une pièce remplie de personnes, et donc il y a plein de gens, on n'est pas isolé physiquement, mais personne nous écoute quand on parle. C'est vraiment cette sensation un peu voilà, de solitude profonde, et ça a un impact énorme, et c'est de plus en plus présent dans nos sociétés justement ultra connectées. C'est un peu hors sujet, mais je sais pas si toi tu l'as ressenti. Moi, j'ai vraiment ressenti l'isolement pour la première fois de ma vie pendant le Covid. Ouais, alors moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que je vivais en coloc et mon copain de l'époque était venu vivre avec nous. Donc clairement, j'étais pas toute seule. Au contraire, en fait, on était très très bien en petit comité et du coup, j'avoue que j'ai eu vraiment de la chance à ce niveau-là. Par Ouais. contre, je supportais très très mal la solitude pendant des années. Ça a été une source d'angoisse. Je le vivais très mal. D'ailleurs, au final, c'était plus mon rapport à l'ennui qui était biaisé parce que des fois, c'est le fait de se retrouver seul avec soi-même, hein, qui pose problème, parfois plus même que le fait d'être, on va dire, séparé d'autres êtres humains. Donc, suite à un travail, on va dire, sur moi-même, ça s'est arrangé. Mais c'est quelque chose dont je souffre depuis longtemps. Moi, c'était Mm. les premiers jours à la fac, quand j'ai dû trouver un appartement pour la première fois. Ça, c'était rude. Ouais, quand on se retrouve seul et que d'un seul coup, c'est waouh, ok. Ouais. C'est vrai que pendant la crise du Covid, je pense qu'on a été nombreux à s'en rendre compte. Moi, j'ai pas été non plus une des plus mal placées, mais il y avait un isolement forcé. En plus, pour contexte, vivant en Californie, les règles étaient un peu rudes pendant assez longtemps, on va dire, ce qui est pas plus mal, mais voilà. Et c'est vrai que c'était vraiment une des premières fois où je me suis dit, waouh, en fait, le réseau, pas juste d'avoir une personne ou des proches à côté de toi, mais vraiment ce côté où
y a plus t'as plus de réseau, t'as plus de communauté, t'as plus rien. Ça fait ça a eu un impact. En tout cas, moi je l'ai senti physiologiquement, physiquement, émotionnellement évidemment, mais ouais, c'est assez impressionnant quand on s'en rend compte, je trouve, de se dire waouh, ok, en fait, j'avais pas l'impression d'avoir besoin de ce réseau-là, mais si. Mais c'est vrai qu'on l'oublie beaucoup, et dans nos sociétés où on change, où on est de plus en plus isolé, ou aussi même nos sociétés occidentales qui sont pas très alors, ça change, c'était pas comme ça, hein, j'ai envie de dire autrefois, mais on est plus ces espèces de grandes familles à table, tous ensemble. Enfin, voilà, ça change beaucoup. On va creuser là-dessus, bien sûr, mais je pense que c'est aussi pour ça que ce sujet-là est très important dans notre contexte actuel. Et justement, quand on parle de relation, qu'est-ce qu'une relation finalement? Parce qu'on parle voilà, des impacts négatifs, mais pour qu'on puisse creuser aussi sur les mécanismes, etc., pour la suite, c'est quoi une relation protectrice d'un point de vue biologique? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est super intéressant cette question. Il y a plusieurs notions là-dedans. Déjà, il faut savoir que deux organismes, deux êtres humains peuvent se co-réguler en fait. Le système nerveux de quelqu'un peut littéralement réguler celui de quelqu'un d'autre. Donc le simple fait d'être en présence de quelqu'un qui nous rassure, qui nous sécurise, ça va abaisser notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle. Donc ça a Hmm. un impact quand même très puissant. Euh, Ça va réduire l'activation de notre axe hypothalamo-hypophysaire, donc au niveau du cerveau, ça va baisser cette sensation de menace. Donc, vu que le cerveau sait qu'on est plusieurs, ben, il va déléguer une partie de la gestion du stress à l'autre. Donc, le mécanisme de vivre en groupe, c'est quand même hyper important. Il y a aussi cette notion d'ocytocine, notre Hmm. hormone de l'attachement. Quand on est dans une relation sécure avec quelqu'un, on sécrète de l'ocytocine. Et pour rappel, l'ocytocine, c'est l'antagoniste naturel du cortisol, notre hormone du stress, qui va réduire l'inflammation et améliorer la circulation de nos neurones, hein, pour faire simple. Puis en plus, de toute façon, on a vraiment besoin d'un sentiment d'appartenance en tant qu'être mammifère grégaire. Donc, ça permet à notre corps et à notre système nerveux de se reposer, de se régénérer quand on est en présence de quelqu'un qui nous rassure. Ouais, qu'on a vraiment, finalement, quand on parle de relations et de santé de manière large, ou de relations et l'impact sur notre biologie, on a vraiment, du coup, j'ai envie de dire trois grosses catégories. La quantité, la taille du réseau, la fréquence d'interaction, la qualité, du coup, dont on vient de parler, sécurité, soutien, co-régulation. Cette notion de co-régulation, elle est hyper importante. Je pense qu'on l'a tous un peu vécu quand on est, par exemple, ultra stressé, ultra énervé, et qu'on a la chance d'avoir une personne à côté de nous qui comprend ce qui se passe, évidemment, qui est à l'écoute et qui va avoir les bons mots, la bonne présence. Et d'un seul coup, ok, on respire mieux, on se calme, on a le rythme cardiaque qui baisse. C'est assez fou, cette notion de co-régulation, c'est hyper important. D'ailleurs, les animaux font ça très bien aussi, hein. Mais donc on a ce troisième point, on va dire, de voilà, la qualité. Et le troisième point qui serait du coup plutôt la perception. Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on se sent soutenu, au contraire? Est-ce qu'on se sent écouté? Je dirais que c'est ça qui va voilà, qualifier finalement le lien entre relation et santé. C'est ces trois gros points dont on a parlé. Et que finalement, même avec un petit réseau, si les relations sont stables, réciproques, sécurisantes, on en bénéficie, versus si on a un gros réseau, par exemple, mais peu de ces connexions, peu de ces interactions, on va dire. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu remarques ça, parce que tu travailles avec des entrepreneurs, donc ça m'intéresse vraiment de savoir, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Est-ce que tu vois cette dissonance, justement, ou cette distinction chez des personnes qui, finalement, ont un très large réseau social, mais qui se sentent seules, finalement? C'est hyper fréquent. C'est hyper Ouais. fréquent. C'est une plainte qui revient assez souvent. Après, les gens ont aussi parfois peur de le dire. Ça peut être un peu tabou quand on veut se montrer, voilà, performant, etc. Mais non, je pense que c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. La solitude perçue, c'est un fléau, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et encore une fois, je pense vraiment, et ça c'est mon... Bon, il y a certaines recherches qui en parlent aussi, hein, donc c'est pas que moi, mais je pense aussi que c'est une de mes analyses un peu personnelles, c'est ce côté euh, réseaux sociaux et boost permanent de dopamine là, avec les likes, les commentaires, les j'ai reçu X, tu vois, X nouveaux followers ou whatever, et qu'en fait à la fin de la journée, t'es tout seul avec ton écran, quoi. Bah, c'est Et ça, ça. vraiment, je pense, ouais. La dopamine perçue, ça remplace pas. En fait, c'est vraiment ce problème des fakes interactions sociales digitales, parce que tu as tout dit, c'est boost, boost de dopamine.
Mais la dopamine, elle remplace pas l'ocytocine qu'on ressent quand on a un réel contact en physique avec quelqu'un. Ça, d'ailleurs, on va creuser parce que c'est un truc qui m'a fascinée quand j'ai commencé à regarder un peu les recherches et les études du coup qui sont la littérature sur ces sujets-là. Si tu devais un peu résumer, alors je vais te demander une question assez large parce qu'on pourra creuser au fur et à mesure, mais si tu devais résumer l'état des recherches justement sur le lien social ou sur le lien entre relation et santé, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui et qui est solide et robuste et qu'on va pouvoir justement développer? Il y a des études hyper solides, donc de haut niveau de preuve, on appelle ça dans le jargon sur le sujet. D'ailleurs, à tel point que le lien social, c'est le prédicteur numéro un de longévité. Il y a deux études super intéressantes. Déjà, il y a une méta-analyse sur le sujet, c'est celle de Holdunstad de 2010. Ouais. Il y a eu plus de 300 000 personnes et ça montre que les relations sociales solides, ça augmente les chances de survie de 50%. Donc déjà, Ouais. c'est énorme. Et comme tu le disais dans l'introduction, le manque de lien social, c'est aussi délétère pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Donc au final, c'est un facteur plus prédictif que l'obésité ou même la sédentarité. C'est assez dingue. Et Ça, puis, c'est un vrai. ouais. Pardon, je te coupe rapidement. Ça, c'est un super point parce que justement, j'écoutais, je sais absolument plus quel expert j'écoutais sur ce sujet-là, mais qui justement disait, en fait, on pourrait voir les choses, tu sais, les épidémies dont on souffre aujourd'hui en tant que société moderne, donc notamment l'obésité, on pourrait les voir justement de ce prisme-là et de se dire qu'en fait, presque tout commence par ce manque de relations et que ce manque de relations, ce manque de communauté va amener aussi à plus de sédentarité, plus d'obésité, et évidemment, comme tu disais, d'autres risques, typiquement hypertension, etc. Et que on pourrait même en fait défendre ce point que, justement parce que c'est quelque chose qu'on observe dans les zones bleues, ces fameuses zones bleues dont on pourra parler tout à l'heure, où les communautés sont encore très présentes, mais que un des mots numéro un, avant même de penser à l'obésité ou autre de notre société actuelle, ça commence par ça, par le manque de relations sécurisantes et le manque de liens. Elle est fascinante, Totalement. cette étude. Bah oui, et d'ailleurs, ça me fait penser, beaucoup de gens en ont entendu parler, c'est la fameuse étude d'Harvard. C'est la plus longue étude sur le développement adulte, c'était 80 ans, il me semble. Et la conclusion du docteur Waldinger, je ne sais pas si je prononce bien, c'était que clairement, en fait, les relations sociales saines, bah, ça nous maintient heureux et en meilleure santé. Voilà, point. C'est la conclusion de ces 80 années. Donc, clairement, à pas prendre à la légère. Bon, après, il y a quand même des limites sur ce type d'études parce qu'on est quand même sur de l'observation, donc plus sur de la corrélation. C'est plus complexe de prouver la causalité parce que forcément, la santé physique, ça influence la capacité à sociabiliser. Donc, il y a un petit biais, mais quand même, c'est puissant. Ouais, c'est vraiment, vraiment puissant. Et moi, c'est ça qui m'a choquée, en fait. Quand j'ai commencé à creuser, je me suis dit, OK, en fait, on a plus que prouvé maintenant l'importance des relations sociales. Et pour autant, ça reste peu mis, finalement, sur la table. On nous dit, oui, bon, effectivement, pour votre santé, il faut avoir des relations saines. Mais on ne creuse pas sur l'impact qui est, encore une fois, tu le disais, aussi important que arrêter de fumer, que l'obésité, la sédentarité, l'hypertension. Enfin, c'est vraiment, vraiment fou, à mon sens, quand on commence à comprendre ça. Et c'est un effet aussi, que c'est un effet dose dépendant, entre guillemets. Plus les relations sont diversifiées, stables et réciproques, plus l'effet est protecteur. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Et on pourra parler de justement comment on protège ça et comment on met ça en place, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes contextes, évidemment. Mais voilà, c'est important, à mon sens, de comprendre ça. Il y a aussi un élément qui ressortait dans la littérature qui, moi, en tout cas, m'avait marqué, mais c'était aussi forcément l'impact des relations de mauvaise qualité et qui pourrait être plus délétère que l'absence de relations. Parce qu'on est dans un état d'hypervigilance permanent quand on est dans des situations un peu toxiques, justement. Donc, ça peut être intéressant de creuser là-dessus. Pourquoi, finalement, les relations de mauvaise qualité, et on peut les définir d'ailleurs, parce que c'est une relation toxique versus une relation, par exemple, imprévisible, c'est pas forcément la même chose. Donc, on peut creuser ça aussi. Mais qu'est-ce qui fait, pourquoi les relations, justement, toxiques sont dangereuses pour nous? C'est quoi l'impact que ça a sur notre physiologie, sur notre corps? Quels sont les différents éléments qu'on peut creuser autour de ça? Bah, il y a plein de choses qu'on peut amener là-dessus, que ce soit au niveau biologique, mais effectivement, oui, j'avais vu ça aussi, hein, qu'il vaut mieux. La conclusion de tout ça, c'était qu'il valait mieux être seul que mal accompagné parce que l'isolement
est moins délétère que de vivre avec quelqu'un de toxique. Là, c'est clair qu'il n'y a pas de sujet. Bah, c'est par plusieurs biais. Donc déjà, il y a le fait de ruminer en permanence parce que quand on est dans une relation toxique, on est dans une ambiguïté permanente. Le cerveau ne peut jamais clôturer le sujet. Et du coup, ça maintient notre axe du stress activé en permanence. On est en hypervigilance parce qu'on va détecter sans arrêt les micro-signaux. Donc tout le temps, le système nerveux est activé. Et en plus, il y a cet aspect qui est très intéressant de yo-yo, où on va alterner des cycles où on va se réconcilier, donc dopamine, ocytocine, avec des cycles de rupture, si je puis dire, qui vont activer cortisol et adrénaline. Et ça, c'est un cocktail qui rend addict. D'où le fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas sortir des relations toxiques. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais il y a vraiment une addiction au niveau neurotransmetteur et biologique. Donc à ne pas prendre à la légère. C'est pour ça que c'est toujours un peu facile de dire oui, bah tu vois bien que il ou elle n'est qu'un gros débile, pourquoi tu pars pas? Bon, il y a quand même cette notion d'addiction qui rentre en jeu. Euh, ouais, c'est impressionnant, hein. Ouais, et puis ça a un impact derrière sur... ouais, comme tu disais, en fait, on peut jamais vraiment baisser la garde. On a ce côté toujours un peu en mode défensif et on va commencer à avoir une perturbation au niveau du cortisol, justement, et du cycle circadien, des soucis au niveau du sommeil. Et derrière, on va avoir aussi, on va dire, si on regarde les domaines où ça va vraiment être le plus important en termes d'impact, on va avoir la santé cardiovasculaire, où effectivement ça a montré dans les recherches que relation de haute qualité, ça veut dire tension artérielle plus basse, récupération cardiaque plus rapide après le stress, etc. Évidemment la santé mentale, où là pour le coup la qualité est plus importante que la quantité, donc tout ce qui va être dépression, anxiété. Il y a aussi un élément qui m'a marqué, c'est l'impact sur notre système immunitaire. Le fait que l'isolation et l'isolation, les relations toxiques aussi bien sûr, mais l'isolation va impacter notre inflammation, ça c'est un point, et donc du coup ça aussi ça a des conséquences sur d'autres types de maladies chroniques, mais notre système immunitaire également, qui va s'exprimer différemment. Ça c'est un truc qui m'a absolument, bon ça vient de l'évolution pour le coup, qui m'a absolument, comme on dit, mind blown en anglais, j'étais genre what? C'est un truc qui m'a fascinée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cet impact-là que ça peut avoir sur le système immunitaire, en plus de tout ce qu'on a dit déjà sur les autres éléments? Alors, il y a plein de choses au niveau du système immunitaire, mais déjà, il y a c'était les travaux du docteur Steve Cole, il me semble, sur le social genomics. C'était ça, je pense, que tu voulais qu'on aborde, et ça Ouais, montre que exactement. les personnes qui vivent du coup dans une solitude chronique ou dans un stress chronique, en fait, ils vont surexprimer des gènes qui sont liés à l'inflammation. Donc le corps se prépare littéralement au combat. Euh, alors qu'on parle juste de solitude, hein, mais voir ce que ça impacte au niveau de notre cerveau. Et on va avoir une sous-expression de nos gènes liés aux interférons de type 1. Donc ça, c'est plutôt la défense contre les virus. Donc concrètement, en fait, quelqu'un qui est dans une détresse relationnelle, que ce soit relation toxique ou isolement, eh ben, elle va être biologiquement moins forte pour combattre les virus, donc que ce soit rhume, grippe, Covid, parce que le corps, il a fait le choix de préserver la lutte plutôt contre les bactéries et l'inflammation au détriment des virus. Parce que l'isolement et les relations toxiques, il vit ça comme une préparation au combat, littéralement. Donc, fascinant, ouais. Ouais, c'est fascinant. C'est un truc qui m'a choquée. Du coup, effectivement, on a une augmentation des gènes pro-inflammatoires, une diminution des gènes antiviraux, et donc le résultat, système immunitaire en mode PLS, au détriment de la défense antivirale. Ce qu'on peut mesurer, d'ailleurs, forcément, du coup, ça se mesure. On peut aussi regarder un petit peu au niveau des marqueurs, comme la vitamine D, la ferritine, qui vont réagir effectivement à à la régulation immunitaire ou à l'inflammation. On va aussi avoir, on parlait tout à l'heure de l'impact sur l'inflammation, donc effectivement et du coup de l'impact de l'inflammation elle-même de bas grade sur la santé cardiovasculaire et métabolique. Et donc on va avoir potentiellement des marqueurs au niveau des profils lipidiques. Donc on va regarder par exemple l'ApoB, le LDL, les triglycérides, le ratio avec le HDL également, tout ce qui va être glycémie et insuline, HbA1c par exemple, l'insuline H1 bien sûr, résistance à l'insuline. Et de manière générale aussi le risque cardiovasculaire global, et ça m'a aussi un peu choquée dans une
une de ces études où on avait, je crois, une augmentation de 29%, il me semblait, ou 30% des risques de maladies coronariennes chez les personnes isolées. Donc c'est énorme en termes de chiffres. Moi, ça m'a choqué. Et pareil, je crois 30 et quelques pourcents, 32, je crois, sur les risques d'AVC. Donc, bref, affolant. Et ça, effectivement, du coup, l'impact sur la morbidité. Bah alors, tu sais que c'est fou parce que moi, je vois de plus en plus de personnes donc, qui sont stressées chroniques. Ça peut être dû à des relations de mauvaise qualité, de l'isolement ou même bien du stress à cause du travail. Et d'ailleurs, tout ça, c'est des marqueurs qu'on retrouve même dans les prises de sang assez standards. On peut avoir Mm. des élévations de la CRP ultrasensible, donc c'est un marqueur de l'inflammation de bas grade. Mais il y a un truc qui est super intéressant, c'est une baisse de l'immunité. On va remarquer que les lymphocytes sont bas chez ce type de personnes. J'ai encore eu le cas d'un jeune homme, 28 ans, la semaine dernière. Lymphocyte bas de manière chronique. Ils ont fait tous les examens possibles et imaginables, donc rien, pas de cancer, etc. Mais c'est l'impact de 5, Du 8, stress. 6, 8 ans de stress chronique. D'ailleurs, je vous invite à, ceux qui veulent aller creuser un peu le sujet, sur toutes les prises de sang basiques, on a des NFS, donc numération formule sanguine. C'est, vous savez, tout ce qu'il y a au départ avec les globules blancs, les globules rouges. Et on a toujours les neutrophiles et les lymphocytes. Et moi, j'adore regarder ce ratio neutrophile-lymphocyte. Parce que le ratio, quand il monte, ça monte à un état de stress chronique. Les neutrophiles, ils vont être augmentés et les lymphocytes, ils vont baisser. Donc ça, c'est intéressant de regarder parce que ça peut être l'explication d'une immunité affaiblie. Bon, il n'y a pas que Mm. ça, mais Ouais. en tout cas, ça joue. Non, complètement. Et c'est vrai que les lymphocytes, on n'en parle pas souvent du profil altéré en cas de stress chronique des lymphocytes, justement. Et ça, c'est un très bon point. Tu as tout à fait raison. Merci de le mettre en avant parce qu'on en parle très peu. Souvent, ça va être un peu mis de côté, genre, ah non, mais c'est pas grave, tous les autres marqueurs sont OK, donc c'est bon. C'est ça passe à la trappe. Au nombre, ça va, j'ai pas de problème je suis jamais malade, etc. Ben oui, mais il y a quand même un souci. Enfin, c'est pour dire à quel point ça impacte tout le système, quoi. Complètement. Et après, dans ce que vous pouvez voir au quotidien, on va avoir souvent un impact. Alors, encore une fois, quand on parle comme ça, c'est généralité, c'est pas pour tout le monde, mais on va avoir un impact sur le sommeil très souvent. Donc, on parlait du cortisol. On va pouvoir regarder justement le cortisol awakening response, donc la mesure du cortisol au réveil et 30 minutes après pour voir comment justement le cortisol s'élève ou pas. Et ça, souvent, on va pouvoir observer effectivement une courbe inversée ou une dérégulation au niveau du cortisol. On va avoir des difficultés du coup inverses le soir avec un cortisol potentiellement un peu élevé, donc difficulté à s'endormir, un peu agité avant de se coucher, très, on va dire des ruminations par exemple avant le sommeil, avant de réussir à s'endormir. Puis du coup une baisse du sommeil profond, donc ça si vous avez des trackers, vous pouvez le voir que le sommeil profond il n'est pas en quantité suffisante. De toute façon quand vous êtes stressé, si vous traquez, vous allez voir que quasiment systématiquement sur un moment donné, si vous avez eu un stress particulier, la nuit d'après va être assez basse en sommeil profond, donc c'est des choses qui s'observent. Et évidemment, le Heart Rate Variability, qui va montrer aussi, du coup, qui va donner un indice sur ce qu'on appelle le tonus vagal, et donc une récupération moins bonne. Ça, c'est quelque chose qui va avoir tendance à baisser aussi, et que vous pouvez observer si vous avez des trackers comme des montres connectées, des Whoop, des bagues Oura, par exemple. C'est des choses qui se voient dans nos marqueurs et dans nos trackers. Ouais, moi je le vois tout de suite, hein. Le HRV, simplement, juste parce que peut-être certains ne savent pas ce que c'est. En fait, on a tendance à penser que nos battements cardiaques, c'est comme un métronome, c'est tout le temps espacé du même nombre de secondes, millisecondes entre chaque battement. En fait, c'est faux. Un cœur en bonne santé, il peut battre de manière extrêmement irrégulière et c'est même signe de bonne santé. Plus les battements sont irréguliers, plus ça veut dire que le cœur s'adapte aux variations du système nerveux. Et donc, plus la variabilité augmente, plus c'est un signe de bonne santé parce que ça veut dire que le cœur est résilient et il s'adapte. Tandis que quand la variabilité baisse, c'est-à-dire que le cœur bat de manière extrêmement régulière comme un métronome, ça veut dire que c'est très rigide, on perd de la souplesse et c'est signe vraiment de stress chronique. Mm. Bon, ça, c'est quelque chose. Moi, dès que je suis stressée, boum, le HRV, la Oura, elle hurle. Et comme tu l'as dit, sommeil profond, complètement délétère, alors que même c'est pendant ce sommeil profond que normalement on a toute cette phase de régulation hormonale. Donc, c'est un Ouais. cercle vicieux, quoi. Ouais, complètement. D'ailleurs, j'ai dit HRV, on a dit HRV en français.
VFC, Oui. variabilité de la fréquence cardiaque. Comme ça, vous pouvez voir si vos trackers sont en français, justement. Mais ouais, c'est un marqueur qui, moi, en tout cas, je traque au quotidien. Ça, s'il y avait deux choses que je devais garder sur mes trackers liées au stress, et très franchement, chez moi, c'est très, très fortement lié aux relations sociales. C'est-à-dire que mon stress, il est rarement, et ça, bon, c'est personnel, hein, on n'est pas tous pareils, mais mon stress est très rarement associé à des situations. En général, j'ai plutôt une bonne gestion. Quand je dis des situations, c'est par exemple un élément au travail ou quelque chose que je ne peux pas contrôler qui est arrivé dans ma vie et qui est voilà, matériel, par exemple. Mais souvent, ça va plutôt être avec des relations. C'est-à-dire que j'ai eu un échange qui ne s'est pas très bien passé ou je surréfléchis à un échange que je vais avoir. Ou... C'est souvent très, très lié au lien social, justement, et ça impacte systématiquement, moi, mon sommeil profond. Donc, je passe de mes 2 heures à 1 heure et quart, tu le sais tout de suite au réveil, même sans regarder, où tu te sens genre, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est fascinant de regarder effectivement cette variabilité, voir comment on réagit au stress. Et là, on parle de relations, mais ça peut être du stress tout court, et de voir l'impact sur votre sommeil profond également, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient très, très, très souvent, à mon sens, l'impact sur le sommeil et sur la récupération, justement, qu'on néglige dans cet aspect des relations, justement. J'aimerais un tout petit peu qu'on creuse sur les grands mécanismes, justement, parce qu'on parle beaucoup voilà, de l'impact que ça peut avoir, et notamment sur notre biologie. Si on regarde un petit peu pour juste un peu résumer et expliquer les grands mécanismes, donc on parle du mécanisme, entre guillemets, nerveux, donc tu as abordé tout à l'heure le HPA, l'axe du système nerveux, le mécanisme central finalement, où on va avoir un impact quand on vit un stress. Et donc, encore une fois, le stress, il peut être autre chose, mais dans les relations sociales, le conflit, l'incertitude, etc., relations toxiques, où on va avoir un impact du coup sur la réponse de notre système nerveux. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu rapidement, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais rapidement la distinction entre finalement c'est quoi les deux systèmes, on va dire, du cerveau et comment ils s'activent et qu'est-ce qui est justement, on va dire, anormal dans le cadre d'isolation, isolement social ou de, on va dire, relations toxiques par exemple. Alors, je pense que tu fais référence au système nerveux sympathique et au système Mhm. nerveux parasympathique. Donc, on a globalement ces deux axes qui s'activent à tour de rôle au niveau de la journée. On a le système nerveux sympathique, classiquement associé à l'action, à la fuite. Donc, dès qu'on a besoin d'être actif, dès qu'on va courir ou dès qu'on a besoin d'être alerte, tout de suite, c'est le sympathique qui s'active avec la dopamine, l'adrénaline, etc. Et à contrario, quand on a besoin de repos, c'est-à-dire qu'on dort, on digère, on est en train de se reposer avec des amis, on discute tranquillement, là, c'est le tour du parasympathique de s'activer qui va permettre au corps de gérer toutes ses fonctions de base. Le sympathique, c'est l'activation, la survie, et le parasympathique, c'est se restaurer, digérer, dormir, etc. Et le souci, c'est que quand on est stressé ou même que on se sent seul, le cerveau, il va vraiment, pour notre cerveau archaïque, je veux dire, être seul, c'est égal danger de mort. Et du coup, absence de protection, donc tout de suite, boum, ça active le système nerveux sympathique. Le corps, il passe en mode le fameux flight or fight là. Et ça va induire une réponse, une inflammation chronique permanente. Parce que bah, pour survivre, en fait, il faut être aux aguets. Et ça, en permanence, on va être en hypervigilance. Et ça, in fine, ça a des conséquences biologiques parce que ça va induire une résistance aux glucocorticoïdes dont font partie le Exactement. cortisol, notre hormone du stress. En gros, les cellules, vu qu'il y a tout le temps du cortisol qui est sécrété parce que le corps pense en permanence qu'il faut faire face à une menace, bah, les cellules, au bout d'un moment, elles finissent par se dire, bon, le cortisol, ça va, on n'écoute plus finalement, elles deviennent sourdes. Et ça crée une inflammation permanente. En fait, c'est comme s'il n'y avait plus de frein. Donc, la conséquence, c'est qu'on est en permanence aux aguets, en alerte. Le système immunitaire, il est en alerte parce qu'il se prépare potentiellement à une blessure. Enfin, le cerveau, c'est ça qui est moi que je trouve absolument fascinant, c'est qu'il assimile la solitude à un combat potentiel, à un réel danger de mort, quoi. Et on reste en mode survie. Donc stockage de Ouais. gras et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mhm. Exactement. Donc, on se retrouve à avoir. C'est exactement ça, ce que je voulais un peu aborder pour résumer les grandes
causes ou les grands mécanismes. Stress, du coup stress, système nerveux activé, on a une perturbation, on parle notamment du cortisol, etc. On a un impact sur l'inflammation. Derrière l'impact que ça peut avoir, c'est sur aussi le métabolisme que tu viens juste d'aborder. Ça, je voulais en parler parce que le social et nos interactions et la manière dont on vit nos interactions peut toucher notre métabolisme, notamment effectivement par la perturbation, on va dire, de la glycémie et du coup augmentation de la graisse viscérale, par exemple. Et ce sont des risques accrus de maladies chroniques, de maladies cardiovasculaires notamment. Donc c'est vraiment... On arrive un peu, c'est pour ça que je voulais un peu résumer ces grands mécanismes, on arrive à comprendre la boucle que ça peut causer et l'impact du coup de le tout petit point relation au début jusqu'à cause de mortalité et morbidité accrue. Bah oui, exactement. C'est exactement ce que tu disais là. Le cortisol, du coup, ça va dérégler la glycémie parce que, en gros, le cortisol élevé, ça va dire au foie, libère du sucre dans le sang. Ça augmente la glycémie. Du coup, on est en fait en hyperglycémie chronique, alors même qu'on ne mange pas de sucre. En plus, bah, cette espèce d'insécurité, ça va fragmenter le sommeil. Et du coup, on le sait, ça d'ailleurs, on en avait parlé dans un précédent podcast, que une seule mauvaise nuit de sommeil, bah, ça suffit à induire de l'insulinorésistance le lendemain. Et du coup, bah, perturbation de l'appétit, stockage de gras, etc. Plus le fait que ce manque de lien, du coup, bah, notre ocytocine, elle est basse. Et ça va pousser notre cerveau à chercher une récompense de substitution avec la dopamine. Et c'est là qu'on se retrouve à avoir des cravings. Alors pour certains, ça va être la nourriture, avec des choses grasses, sucrées. Pour d'autres, ça va être les drogues ou des compulsions de toutes sortes, à cause à la base de ce manque d'ocytocine. Donc c'est assez dingue. C'est super le point que tu viens d'aborder parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi dans les relations, c'est l'impact sur les comportements. Là, on a parlé des blocs, de l'impact que ça a sur le métabolisme, sur l'aspect physique, mais c'est vrai, très bon point. On n'a pas parlé de l'effet sur les comportements et ce qu'on appelle l'effet réseau. C'est un mécanisme qui est un peu sous-estimé, mais on parlait tout à l'heure par exemple de co-régulation. Il faut aussi ne pas oublier que nos relations changent nos comportements. Et quand on étudie nos relations, moi, il y a un exercice que j'aime bien faire avec mes clientes, c'est de dire, OK, il faut écrire sur un papier ou peu importe où les personnes avec qui dont vous êtes proches, qui font partie de votre entourage, et il faut noter ce que ces personnes vous apportent. Déjà, est-ce que c'est plutôt positif, plutôt négatif? Et derrière, creuser justement sur l'impact que ces personnes-là ont sur notre comportement, sur nos actions, parce que de la même manière que quelqu'un de positif, c'est contagieux, quelqu'un de négatif, c'est contagieux. Et ça va avoir un impact sur notre vie, nos comportements directement liés à notre santé. Donc, des exemples concrets, ça va être si votre cercle social boit énormément ou boit beaucoup d'alcool, vous allez avoir tendance à boire plus. C'est voilà, un peu mathématique, un peu Bah, logique, on va dire. complètement, hein. Bah, c'est cette fameuse phrase de on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le Voilà. plus. Et d'ailleurs, même, ça va plus loin parce qu'il y a une étude, c'est l'étude de Framingham, qui a montré que si on a un ami proche qui devient obèse, notre risque d'obésité, ça augmente de 57%. Donc là, qu'on vienne pas me dire que c'est génétique, mais c'est quand même dingue. Ouais. Donc, ouais, c'est Ouais. comportement et biologique, quoi. Ça a un impact énorme, nos relations et les gens qui sont autour de nous, bien sûr, que ce soit même sur, en fait, tout simplement les habitudes, ou si on est, moi je le vois, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui suis assez stressée, bah, mon compagnon a tendance à me le rappeler que ça l'impacte, en fait, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. C'est moi, je me dis, c'est moi qui suis stressée, c'est bon, mais non, en fait, ça se communique malheureusement, et on normalise aussi le surmenage, et on a cette espèce d'impact sur les autres, il faut pas l'oublier. Moi, j'essaie de toujours me rappeler, ok, ce que je veux que les gens m'apportent, je dois l'apporter aussi, mais les gens qu'on choisit pour nous entourer, et parfois il faut faire des choix et se séparer de certaines personnes alors qu'on les apprécie, juste parce que ça a un impact négatif sur notre santé, parce qu'effectivement ça impacte nos comportements, ça c'est sûr et certain, et merci d'en avoir parlé parce qu'on l'oublie beaucoup, et tous ces comportements-là vont impacter directement notre santé, nos biomarqueurs, etc. Que ce soit les comportements sociaux dangereux, mais effectivement, tu parlais de l'obésité, le tabagisme également, le bonheur, la dépression. Ça se propage dans les réseaux sociaux. C'est pas une contagion biologique, mais c'est via la normalisation des comportements, justement. Et c'est fascinant, on n'en parle pas assez, je trouve. Oui, c'est clair. Bah, et puis il y a cette notion de, en plus, j'avais lu ça aussi, quand on dit qu'on est en phase avec quelqu'un, qu'on est sur la même longueur d'onde,
Bah, en fait, c'est vrai littéralement. Vous savez, quand vous avez une connexion avec quelqu'un, vous discutez et là, vous avez l'impression que le monde autour est coupé, etc. Bah, en fait, littéralement, les ondes de nos deux cerveaux se synchronisent et ondulent sur la même fréquence. Ça, on l'a observé par IRM, c'est fascinant, quoi. Ouais. Et je trouve que, alors je sais pas si c'est quelque chose que tu as observé dans toi, ta vie ou dans les gens avec qui tu travailles, mais il y a, à mon sens en tout cas, quand on change son environnement social de manière active et qu'on travaille sur la qualité de ses relations, on peut avoir, et je le vois vraiment hein, chez mes clientes, on peut avoir vraiment un changement de comportement chez soi, tout simplement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu observes, toi, le fait de activement changer de cercle, que ça impacte positivement derrière, du coup, les comportements des gens. Totalement. Totalement. Mhm. D'ailleurs, même, j'ai un exercice que j'aime bien faire, c'est le système personne ressource, personne frein et personne neutre. Alors, on n'est pas toujours la personne frein dans tous les domaines, mais typiquement pour la partie business, moi, j'ai appris à mettre les gens dans des cases, ressources, frein ou neutre. Et typiquement, bon, j'adore mes parents, on a une excellente relation, mais quand on parle de business, ce sont des freins parce qu'ils ont des préjugés, etc., et qui, moi, va me freiner. Donc, je sais que pour aborder tel ou tel domaine de ma vie, je ne vais pas me tourner vers les mêmes personnes parce qu'ils vont me renvoyer des choses différentes. Donc, c'est intéressant de savoir aussi avec quel type de personnes vous pouvez échanger de manière productive, si je puis dire. Donc, il y a cette notion aussi de comprendre aussi les différents cercles sociaux qu'on peut avoir. Ouais, complètement. Et c'est OK aussi de changer. On change, nos amis changent, nos relations, nos réseaux changent. C'est vraiment un truc aussi, je trouve. Moi, j'ai eu du mal personnellement plus jeune, plus du tout aujourd'hui, mais à justement m'isoler ou me séparer ou m'éloigner de certaines relations parce que je me disais, mais non, enfin, c'est des amis, il faut je peux pas partir, je peux pas les éloigner de moi. Et au final, si, parce que si justement ils sont dans la case, on va dire, toxiques ou tout simplement leur style de vie ne me correspond pas, bah voilà, il faut s'entourer des gens aussi qui vont aller comment dire, vous tirer vers ce que vous souhaitez pour votre propre vie, que ce soit dans vos passions, dans vos envies aussi tout simplement d'activité. Moi, typiquement, je bois pas. C'est très compliqué si je garde autour de moi des amis qui boivent beaucoup parce qu'on va pas pouvoir partager beaucoup de choses, malheureusement. Et puis, Donc, complètement, et ça me permet de rebondir sur un point que tu as dit qui est super intéressant, c'est le fait de est-ce qu'il faut rester accroché aux relations qu'on a sous prétexte qu'elles durent depuis longtemps? Bah, là, je trouve que c'est un vrai sujet et c'est hyper important d'en parler. En plus quelque chose qui m'est arrivé personnellement il y a très peu de temps, c'est d'être capable de se dire, c'est pas parce que ça fait 15 ans que je connais quelqu'un, en fait, à cette période-là, on était des gens différents. Quand les relations et les intérêts évoluent, il faut savoir se dire, bon, bah maintenant, est-ce que c'est dans notre intérêt commun de continuer à se fréquenter? Est-ce qu'on se tire toujours vers le haut? Donc c'est intéressant de pas se dire c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on est obligé de garder les personnes dans nos vies. complètement, complètement. Et pour faire un peu justement la transition entre, ok, on a compris comment le bon et le mauvais dans les relations nous impactent, on va parler du coup un peu des choses qu'on peut mettre en place. Pour faire cette transition entre ces deux parties, il y a ce sujet des zones bleues qui me passionne. Moi qui me passionne depuis des années forcément dans le côté fonctionnel, dans le côté nutrition, dans le côté santé. Étudier ces zones-là, c'est fascinant, mais dans le contexte des relations sociales, c'est aussi assez impressionnant justement de creuser. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que je trouve pas qu'on en parle assez d'ailleurs des zones bleues. Il y a aussi beaucoup de comment dire, on n'en parle pas forcément correctement non plus. Donc, j'aimerais introduire un peu ce sujet-là. Déjà, si tu peux nous expliquer, toi, qu'est-ce que ça veut dire, ces fameuses zones bleues, et pourquoi on en parle quand on fait référence justement à des populations autres qui pourraient nous donner des leçons sur, sur la manière dont on vit aujourd'hui. Les zones bleues, en fait, c'est un journaliste qui a mis ça en évidence. D'ailleurs, le bouquin sur les zones bleues est passionnant. Je vous invite à l'acheter et à le lire parce que c'est super sympa. Le travail a été extrêmement bien fait. D'ailleurs, c'est une journaliste et un médecin. Donc, c'est vraiment très intéressant. En fait, c'est des zones du globe où on observe qu'il y a une zone anormalement accrue de centenaires en bonne santé. Et du coup, ça nous a amené à aller étudier ces différentes zones, voir ce qu'elles avaient en commun. Donc, il y en a au Japon, il y en a en Italie, etc. Euh, et, euh, et voilà, une chose qu'elles ont toutes en commun,
c'est cette notion de communauté et de lien intergénérationnel aussi. Les adultes travaillent, mais les grands-parents s'occupent et élèvent les enfants, qui eux-mêmes, du coup, sont en contact permanent des autres enfants et des adultes. Enfin, il y a vraiment un système de lien que moi aussi je trouve fascinant et qu'on a totalement perdu dans nos sociétés occidentales. Oui, vraiment. On a dans ces sociétés-là, du coup, effectivement, comme tu disais, des centenaires en bonne santé, c'est surtout ça qui est important. Donc très peu de diabète, très peu de maladies cardiovasculaires, très peu de démence, et des gens mobiles qui bougent, voilà, qui ont une vitalité, on va dire, jusqu'à leur fin de vie. Et effectivement, quand on regarde ces sociétés, on voit à quel point il y a des piliers finalement relationnels. Il y a... Alors, d'abord, pour contexte, attention, c'est surtout pas juste les relations. Ils ont un style de vie d'un point de vue santé, on va dire, qui est aussi, voilà, qui fait partie probablement de la raison pour laquelle ils vivent en bonne santé longtemps. Donc tout autour du stress notamment, tout ce qui est aussi autour de l'alimentation évidemment, plutôt végétale, pas ou très peu d'alcool. Bref, ça, on ne le retire pas. Mais il y a vraiment, vraiment des piliers relationnels dans ces communautés-là. Il y a ce côté appartenir à une communauté. Donc faire partie d'un groupe, d'une communauté, que ça soit une église, un cercle social, la famille. Et ça, on a montré effectivement que toutes ces zones partagent ce côté appartenance à une communauté et que ça augmenterait l'espérance de vie assez largement. Il y a ce côté aussi famille. Et c'est très important dans le côté communauté d'avoir aussi la distinction famille. Et c'est, comme tu le disais tout à l'heure, le rôle des plus anciens. Le fait qu'on ait toute la famille, plusieurs générations, des liens intergénérationnels qui sont hyper forts entre les grands-enfants, les petits-enfants, parfois même sous un même toit. Et qu'en fait, les personnes âgées vivent auprès ou dans la famille. Et ça a un impact énorme, vraiment sur énormément de choses pour les enfants notamment. On a ce côté investissement, comme tu disais, donc investissement dans les enfants. C'est aussi des communautés qui font attention aux enfants. Il y a un gros sujet en France en ce moment sur lequel je ne vais pas m'étaler, mais c'est vrai que les communautés qu'on étudie dans les zones bleues sont des communautés qui prennent en compte les enfants, où les enfants ont une place importante dans la société. Et donc forcément, ça joue sur les relations sociales qu'on engage avec ces enfants. Et il y a vraiment ce côté... tribu en fait, où tout le monde va partager les mêmes valeurs, on se soutient, on a les habitudes de santé qui sont partagées, et vraiment, typiquement dans Okinawa, donc les centenaires du Japon, il y a vraiment ce côté où il y a des groupes d'amis en fait, où ils font quasiment une espèce d'équipe de soutien, où ils sont pas beaucoup, je crois que c'est 5 personnes, et ils s'auto-soutiennent sur plein de choses en fait. C'est vraiment, t'as ta team avec toi, quoi. Comme si t'étais un joueur de foot et que t'as ta team avec toi quand t'es en train de faire ton match, parce que c'est toute ta vie. Et c'est des choses qu'on n'a absolument pas dans nos sociétés actuelles modernes. C'est clair, et encore une fois, tout ça, ça a des raisons biologiques parce que, en fait, le simple fait de s'occuper de quelqu'un, donc que ce soit conjoint, enfant, ami, grands-parents, ça va activer notre cortex préfrontal et du coup, ça va donner un sens à notre vie. Et le fait d'avoir ce sens, ça va en parallèle baisser tout ce qui peut être impulsion autodestructrice. On va prendre soin de soi pour pouvoir après prendre soin des autres. De toute façon, c'est assez bien documenté que le fait d'avoir des responsabilités sociales, ça va permettre de structurer notre vie. Et structurer la vie, ça veut aussi dire réduire l'incertitude, donc réduire l'anxiété, réduire le cortisol. Et puis après, bien sûr, le fait tout le temps de s'occuper des autres, d'aider, ça déclenche beaucoup, beaucoup de libération d'ocytocine, notre hormone de l'attachement, qui, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, baisse l'inflammation, protège le système cardiaque. Donc je pense que ça fait partie à part entière des raisons pour lesquelles ces zones bleues font aussi prospères. Ouais, quand on compare avec nous, je dis nous parce que voilà, on est dans des grandes villes toutes les deux et que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent justement ne sont pas ne vivent pas en société par exemple. Quand je dis en société, en petit groupe comme on l'a pu le décrire à l'instant, quand on compare, c'est vrai que c'est assez affolant. Enfin, on connaît pas nos voisins. Quand on vit dans des petits villages ou des plus petites villes
peut-être, mais même à moyenne petite ville, voilà, on ne parle même pas des grandes villes. Je connais le nom de ma voisine qui est en dessous parce qu'elle est en dessous, mais sinon c'est tout, quoi, personne d'autre. Pourtant, je suis assez sociable, mais voilà, c'est comme ça. Limite, je me souviens quand j'étais à Paris où j'avais essayé de connaître mon voisin et qui m'avait regardé comme si c'était une folle. Donc je m'étais dit, ok. Donc oui, il y a une belle différence quand même avec la manière dont on vit aujourd'hui, malheureusement. Et c'est vraiment, quand on parle des solutions, c'est vraiment essayer justement de recréer ça. Il y a un concept que j'avais bien aimé parce que ça parlera peut-être à tout le monde, c'est ce concept de social ou social fitness. De la même manière dont on prend, entre guillemets, à bras-le-corps l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, qu'on prenne à bras-le-corps la vie sociale et qu'on traite finalement nos relations comme un pilier de santé. Et en fait, moi, j'ai tendance à dire, surtout quand voilà, on a perdu l'habitude et perdu le contact, qu'il faut le traiter vraiment voilà, avec comment dire, une approche un peu stricte, quoi, comme quand on retourne à la salle et qu'on a un programme. C'est vraiment ce que je conseille parce que je trouve que sinon, on le fait pas. Est-ce que tu as des conseils justement quand on parle un peu des solutions pour déjà qu'on peut mettre en place dans notre vie de tous les jours de manière assez simple et potentiellement des espèces de petites interventions qu'on pourrait se forcer qui sont réalistes, tu vois, qu'on pourrait se forcer à mettre en place pour commencer à recréer du contact justement. Je dirais que déjà, ça commence par le fait d'identifier les relations toxiques qu'on peut avoir parce que ça draine. Donc ça, c'est important de faire le tri, de poser ses limites. Là, déjà, il y a toute une partie de tri en amont. Et ensuite, je dirais que quand on part de zéro, euh, c'est déjà sortir de chez soi. Alors déjà, tous ceux qui ont un chien, il y a un avantage non négligeable, c'est que, bon, ça, tous les gens qui ont des chiens le savent, pour sociabiliser, ça n'a pas son pareil parce que ça brise le- la barrière et tout de suite on peut parler comme ça. Mais sinon, je dirais, c'est sortir et voilà, vous allez à la boulangerie, vous allez au supermarché. Ça peut être simplement dire quelque chose à quelqu'un, interagir avec quelqu'un de manière spontanée, naturelle, prendre l'habitude voilà, vous êtes dans le bus, dans le métro, vous pouvez dire quelque chose. C'est s'entraîner à briser le contact déjà. Et puis après, quelque chose d'assez simple aussi, c'est de faire des activités, si c'est possible évidemment, des activités physiques en groupe. C'est sûr que quand on est entrepreneur, qu'on est déjà seul et que notre sport c'est la muscu, bon, j'en fais un, il n'y a pas de sujet, mais c'est encore quelque chose de très solitaire. Tandis que quand on va faire des sports collectifs, ou bien où il y a des cours au moins collectifs, là déjà, hop, pareil, c'est l'occasion d'avoir une activité commune. Vous pouvez faire des cours de poterie, vous pouvez... Voilà, maintenant il y a tellement d'activités. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de faire ça en ville qu'à la campagne, je vous l'accorde. Donc la campagne, je dirais peut-être plutôt s'orienter vers des sports co. Oui, non, il y a vraiment... Après, évidemment, les personnes qui sont 100% isolées, déjà, je vous invite vraiment à vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider sur ce point de vue-là. Mais sur les personnes qui ont déjà... je pense qu'on est un peu tous concernés, en tout cas je le suis, qui ont une vie bien chargée, qui sont ultra occupés, tu finis la journée, t'es KO, t'as pas trop eu le temps de parler à justement autre chose que tes collègues ou les personnes avec qui tu travailles. En fait, c'est remettre ce réflexe-là. C'est-à-dire que voilà, choisissez dans votre entourage les personnes en fait où vous vous dites j'ai pas envie de perdre ce contact avec cette personne-là et en fait commencez juste à rendre ces habitudes-là. Donc choisissez une personne, peut-être plus, mais au moins une personne avec qui vous allez renforcer la connexion, planifier un rendez-vous par semaine. Votre cerveau adore la régularité. Plus il y a de régularité, plus c'est... Voilà, on a encore une fois, on revient à ce côté safe, on sait qu'on a une structure, voilà. Tous les lundis à midi, je vais déjeuner avec ma copine. Enfin, c'est des trucs qui sont très rassurants pour votre cerveau de manière générale, pour le corps de manière générale. Donc, c'est trop bien de planifier. Ça peut être tous les dimanches de planifier, de téléphoner, de faire une visio avec ma maman. Ça peut être, aller faire une marche. Encore une fois, on a le côté avec le chien, par exemple. D'ailleurs, en parlant de... Il y a une étude qui a montré qu'un câlin de 30 secondes uniquement 20 secondes, enfin bref, quelques secondes, peut vraiment avoir un impact hyper important sur notre santé et différents justement marqueurs biologiques. Ça marche avec les chiens, donc faites vos câlins avec vos chiens. Mais petit aparté. Mais voilà, planifier, en fait, je pense que c'est vraiment ultra important de se dire, ok, j'ai un rendez-vous par semaine ou plus, hein, si vous voulez vous lancer sur plus de challenges, mais où on va avoir de la qualité, une vraie conversation. Intéressez-vous aux personnes avec qui vous êtes, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, les réseaux sociaux et l'habitude du téléphone. Moi, il y a un truc
me fait choisir mes relations aujourd'hui, c'est que si j'ai une discussion avec quelqu'un et que la personne me pose une question et va sur son téléphone ou me pose une question et n'écoute pas parce qu'on est tellement habitué à avoir de la surstimulation de 4 secondes sur TikTok qu'on n'est pas capable de suivre une conversation de plus de 30 minutes, c'est automatiquement dans une catégorie voilà, je ne mettrai pas d'effort sur cette personne-là. Parce que c'est systématique. Vous allez commencer à parler et la personne, vous voyez qu'elle déconnecte. Elle n'est plus là, elle n'écoute pas. Soyez cette personne-là pour les gens. On ne peut pas attendre à avoir ça de la part d'autres si on ne l'est pas. Donc écoutez, prenez du temps. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus. C'est les amis que j'ai, de leur demander vraiment comment ça va, pas le juste ça va, ouais, et toi, terminé, on passe à autre chose. Et c'est vraiment, je pense, juste planifier et avoir ces habitudes-là. Et on voit vraiment un impact. Tu disais tout à l'heure, un truc qui m'a marqué, c'est que être utile, ça, se rendre utile et avoir une responsabilité dans la société ou dans notre communauté, ça a aussi un impact hyper important sur justement nos différents marqueurs dont on a pu parler. On le sent immédiatement. Quand vous êtes là pour quelqu'un, il y a ce côté aussi vachement le reward, le côté gratifiant, c'est le mot que je cherchais, d'avoir été présent pour cette personne-là. Donc, à mon sens, ça va dans les deux voies, bien sûr, quand on a une amitié ou quand on est en famille, hein, bien sûr, c'est pareil. Mais avoir ce côté, ok, je planifie, j'écoute, je suis présente, je pense que c'est vraiment important. Le côté sport, j'adore. Bouger avec des gens, faire un cours de yoga, même en campagne, hein, il y a des cours collectifs où on voit des gens et potentiellement on se force à aller parler un petit peu à quelqu'un. Il y a vraiment, à mon sens, beaucoup de choses qu'on peut mettre en place comme ça dans des communautés. Tu parlais de la poterie, mais ça, c'est hyper intéressant de se dire, ok, on peut rejoindre des petites communautés, des micro-communautés, peu importe le sujet d'ailleurs, hein, mais d'avoir un sentiment d'appartenance, ça peut être un groupe de lecture, ça peut être d'ailleurs en ligne aussi, ça peut être du bénévolat, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de recréer ce sentiment de communauté. Et puis même maintenant, j'ai vu ça sur certaines applications de rencontre, il y a une catégorie amis. Donc j'en connais hein, qui se sont fait des amis comme ça. Donc voilà, maintenant il y a quand même beaucoup de possibilités. Je dirais que le plus dur, c'est d'oser se lancer et après ça, en fait, ça vient tout seul. Ouais, complètement. Je savais pas qu'il y avait ça dans les apps de rencontre, c'est top. Je sais pas si on peut les citer, mais l'application de swipe la plus connue, là, ouais, il y a une partie amis maintenant. Bah, tu vois, comme quoi, hein, voilà. Après, même si c'est sur les réseaux, comme tu disais, faut le courage de le mettre en dehors de la plateforme, en dehors du site web. Mais je pense que commencer petit, comme tu l'as dit, faire le tri, c'est hyper important. Et puis viser régularité plus que perfection, je pense que c'est super important aussi. Évidemment, il va y avoir des différences en fonction des âges. Je pense qu'on ne parle pas assez de l'impact majeur de l'isolement sur les seniors, mais ça va avoir un impact sur leur taux de mortalité, sur le déclin cognitif. Vraiment, l'isolement social va impacter énormément aussi même la démence. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais aussi être présent pour nos grands-parents, pour les personnes âgées autour de nous. Moi, c'est quelque chose que j'essaye beaucoup. J'ai plusieurs personnes âgées dans mon quartier qui sont isolées et seules. Mais voilà, j'essaye de leur poser des questions, j'essaye d'être présente, de discuter, de leur donner un moment où elles se sentent pas isolées, parce que c'est des populations qui ont tendance à être très très seules et qui peuvent malheureusement en souffrir fortement. Oui, c'est clair. Ok, génial. Je pense qu'on a pas mal résumé du coup l'impact que ça peut avoir sur notre biologie, d'avoir des relations qui sont saines et surtout de ne pas être isolé. On a aussi pas mal parlé du mécanisme. Je pense qu'il y a peut-être une chose sur laquelle on peut insister, c'est ce côté relation dans la vraie vie, et que les interactions sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, c'est pas la même chose. Tu parlais de l'ocytocine, tu parlais de la présence et la co-régulation. On a besoin de cette de sentir les gens, d'être proche d'eux, d'entendre leur respiration parce que ça a un impact sur nous, d'avoir un contact physique. Voilà, c'est important de rappeler, à mon sens, qu'aujourd'hui on a cette chance d'être ultra connecté, mais ça peut aussi être le revers de la médaille, c'est qu'on peut se retrouver justement isolé et pas avoir suffisamment de contact physique. Donc sortez de chez vous, sortez de vos téléphones. Ça peut être une bonne conclusion, parce que la solitude digitale, c'est vraiment quelque chose que moi j'observe régulièrement. Je sais pas si c'est ton cas aussi avec les personnes que tu suis. Ouais, bien sûr, c'est clair. Ouais. Trop bien. Pour conclure, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un mythe sur les relations et la santé que tu voudrais aborder ou casser?
Bah, je dirais que plus qu'un mythe, c'est vraiment et d'ailleurs ça va permettre aussi de résumer, mais c'est vraiment, il vaut mieux être seul que mal accompagné, littéralement au niveau biologique, au niveau des dégâts que ça peut faire sur notre cerveau. Donc faites extrêmement attention aux personnes que vous fréquentez, que ce soit par impact direct de leur toxicité directe envers vous, ou bien même de leurs habitudes toxiques qui vont déteindre. Comme Mm. on l'a vu, voilà, quelqu'un qui mange mal, qui fume, qui boit, ça va déteindre sur vous parce qu'il y a l'effet neurone miroir, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Euh, Quelqu'un qui est toxique directement, ça va augmenter votre cortisol, votre inflammation, ça va Mm. détériorer votre santé. Et d'ailleurs, j'observe de manière systématique des gens qui sont dans des relations toxiques ont des LDL oxydés, donc le cholestérol oxydé qui à la fin bouche les artères, à des taux records. Et ces personnes ne sont pas en surpoids. Elles ont tout en commun le fait d'être dans des relations toxiques ou d'en sortir. C'est pour dire à quel point il ne faut pas négliger cet aspect de vos vies. Prenez soin Mm. de vous. Ouais, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup. On peut effectivement résumer en disant que les relations sociales ne sont pas qu'une source de bien-être émotionnel, qu'elles modifient directement votre biologie, vos hormones, votre inflammation, votre immunité et, on en a parlé, votre longévité. Merci beaucoup, Pauline, de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère qu'on pourra discuter prochainement à nouveau sur un nouveau sujet. Et voilà, j'ai hâte de te retrouver, tout simplement. Merci Anaïs, c'était un plaisir.